Et c'est la suite du Grand Soir Week-end. Et si cette visite de 3 jours d'Emmanuel Macron en Guyane symbolisait le style présidentiel, le style d'Emmanuel Macron à lui tout seul, à la fois la fermeté, je ne suis pas venu distribuer des milliards, je ne suis pas le Père Noël, mais également un président au contact de la population, notamment avec les jeunes. On en parle avec nos invités. Didier Bécher, député de La République En Marche des Yvelines, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Bonsoir, merci d'être avec nous. Aussi avec nous sur le plateau, Michel Soudet, rédacteur en chef adjoint de Politis, et Christian Roudot, journaliste. Bonsoir, merci beaucoup d'être là avec nous. On va revenir sur cette visite d'Emmanuel Macron, donc ces 3 jours en Guyane, et cette fameuse phrase « Je ne suis pas le Père Noël ». Regardez ce sujet d'Amandine Atalaya. C'est une journée qui avait bien commencé. À son arrivée, dans ce village isolé, seulement accessible en pirogue ou par les airs, Emmanuel Macron est accueilli chaleureusement par les chefs coutumiers qu'il n'hésite pas à prendre dans ses bras. Et le président reçoit plusieurs cadeaux de bienvenue sur ce morceau de France en Amérique du Sud, à 8000 km de Paris. La pirogue, avec son moteur Yamaha. Maripasoula est un territoire enclavé, loin de tout, sans route, sans hôpital. Un internat est aujourd'hui en cours de construction pour les collégiens. Un lycée suivra, mais le président pose des limites aux revendications des protestataires en Guyane. Mais moi, je ne suis pas non plus le Père Noël, c'est ce que j'ai dit. Je considère que l'État doit être plus présent et beaucoup plus fort et parfois dur sur les questions de sécurité et d'immigration illégale. Et on doit également encourager chacune et chacun à prendre ses responsabilités. Pendant ce temps-là, à Cayenne, une marche citoyenne débute. Plusieurs centaines de personnes dénoncent l'inertie du gouvernement français quand soudain, devant la préfecture, certains protestataires renversent des barrières et des projectiles fusent. Didier Bécher, ce n'était pas un voyage facile, une visite facile pour le président. Est-ce que c'est ça le style Macron? À la fois, je ne suis pas le Père Noël, et puis derrière, on va le voir par la suite, je vais quand même au contact de la population. La nuit, je rencontre les gens. Oui, je tiens mes engagements. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il est élu depuis 6 mois, il est déjà de retour en Guyane, il avait pris des engagements forts. Je pense qu'il a été sensibilisé quand il était en Guyane, il y est retourné vite par rapport à un quinquennat. Et ça, c'est vraiment, je crois, le style de notre président. On est dans la réalité, on est sur le terrain. On ne prend pas des décisions dans un bureau sans aller au contact de la population pour se rendre compte de ce qui est nécessaire. Dans cette phrase, il faut comprendre « je tiens mes engagements ». Contrairement aux autres, c'est un peu aussi ce qu'il y a derrière cette phrase « je ne suis pas le Père Noël, je ne suis pas venu pour faire des promesses en l'air ». Voilà, on sent qu'il tacle souvent ses prédécesseurs. Oui, mais c'est aussi une forme de réalité, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette politique, je crois, qui nous caractérise, c'est social et réaliste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... En même temps. C'est vous qui l'avez dit, moi je n'ai pas dit en même temps, mais je crois vraiment à cette... On le voit dans le budget depuis 15 jours, social et réaliste. On est capable d'augmenter un certain nombre de prestations pour ceux d'entre nous qui sont le plus en difficulté, mais aussi de faire un signe extrêmement fort vers les entreprises. Et je pense que le message en Guyane, c'était le même, c'est en disant j'ai entendu, il y a une difficulté. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé en Guyane. Je crois que c'est 42% ou 44%, je ne sais plus, de jeunes de moins de 25 ans, là où il y en a 22% en France. Donc je pense que ça, c'est un élément démographique qui fait qu'on ne peut pas aller faire juste des discours en Guyane. Si on dit qu'il y a 250 millions pour construire des collèges et des lycées, c'est bien parce qu'on a identifié qu'il y a un élément démographique extrêmement particulier. Mais je veux dire, c'est quand même, Michel Soudet, un langage assez dur, quoi. On a l'impression de la réelle politique en disant bon, je ne suis pas le Père Noël, je ne suis pas là pour distribuer les milliards, aidez-vous vous-même. Certains Guyanais ont parlé à ce moment-là de mépris. Mais je les comprends. Il faudrait peut-être que Emmanuel Macron commence à changer de vocabulaire parce qu'il a tendance à se répéter. C'est une sorte de gimmick. Je ne suis pas le Père Noël, c'est une expression qu'il a utilisée 3-4 fois auparavant, notamment face aux ouvriers de Whirlpool quand il avait été les voir. C'est toujours face à des populations défavorisées dans le besoin. Là, les Guyanais, qu'est-ce qu'ils demandaient? Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent l'égalité des droits avec les Français de métropole. C'est du bon sens. Comme dirait Emmanuel Macron. Et pourtant, à ça, on ne répond pas. Donc, effectivement, ils le ressentent comme du mépris. D'autant plus que cette expression « je ne suis pas le Père Noël », ça induit de manière un peu subliminale qu'on s'adresse à des enfants. Et ça, c'est aussi ce que ressentent
ces populations lointaines comme une forme de colonialisme qui n'est pas de ce temps. D'accord avec ça, Christian Boudot? Je suis assez d'accord, je trouve assez regrettable cette expression parce que ça donne l'idée que vous avez le bon Guyanais qui attend la main tendue avec la calebasse en attendant que l'État français veuille bien saupoudrer de quelques millions les problèmes de la Guyane. Je trouve que c'est dommage parce que par ailleurs, en même temps, il tient un discours qui est intéressant. J'ai noté cette citation, « La République sera là, mais j'attends de vous des propositions ». Donc ça va à l'inverse de ce qu'il a pu laisser entendre lorsqu'il dit « Je ne suis pas le Père Noël ». Donc c'est dommage qu'effectivement, avec ces mots qui heurtent, il ne faut pas confondre, à mon sens, le parler vrai et le parler offensant. Parce que souvent, effectivement, on ne va pas refaire toute la litanie des phrases qu'il a pu utiliser, des expressions qu'il a pu utiliser. Quelque part, il l'offense. Et je trouve que... Et il ne s'en rend pas compte. Je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais enfin, il s'en rend compte a posteriori, mais pas au moment où il le fait. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à essayer parce que vraiment, si ça trahit une forme de mépris où on donne l'impression que, voilà, je suis dur avec les faibles et plutôt faible avec les durs, ça ne va pas marcher. Au bout d'un moment, ça va commencer à crisper l'opinion. D'autant que Père Noël, il l'est à l'égard des plus grandes fortunes de France. On le voit avec le nombre de milliards. Non, ce n'est pas un autre débat, parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde entend. Donc quand il dit qu'il n'a pas des milliards à distribuer, chacun a vu qu'il a distribué des milliards. Oui, cette façon de parler, certains disaient que ça dérangeait un petit peu ses proches qui doivent toujours rattraper le coup un peu derrière, cette façon de parler un peu cash. Et je ne suis pas le Père Noël. Est-ce qu'il est un peu méprisant, combien d'entre nous parfois, utilisent lui, très régulièrement cette expression? Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on sorte complètement du contexte. C'est vraiment une expression dans le langage courant qui est utilisée quand on dit qu'on ne va pas dépenser plus que ce qu'on a. On dit « je ne suis pas le Père Noël ». Donc je vois pas en quoi c'est offensant. C'est un manque de tact quand même. On va en Guyane, on sait bien que les relations sont... Alors que ça fait 6 mois qu'on est élu, on vient expliquer comment on va dépenser le milliard d'euros qu'on a promis et que la République va être là. Et entre nous, il y a l'ouverture des assises de l'outre-mer, il y a une proposition très forte qui est sur la table. On dit la République est prête à travailler avec vous. Si tout le monde fait un pas dans le même sens et qu'on avance, c'est du donnant-donnant. Et ça, c'est la nouveauté du discours. C'est pas du donnant-donnant, c'est qu'on va parler avec ceux qui connaissent les sujets, on les écoute avant de décider quoi que ce soit. Ce qu'on ne faisait pas avant. En tout cas, je n'ai pas l'impression que c'est ce qui était fait avant. On peut prendre tous les sujets. L'agriculture, on a travaillé avec les agriculteurs. Les médecins, on travaille avec les médecins. Les syndicats, on a travaillé avec eux en amont. Donc c'est la méthode qu'on emploie pour La République En Marche. Oui, c'est vrai. On va l'écouter justement, Emmanuel Macron. Il parle d'ouvrir une nouvelle ère, une nouvelle page avec les territoires d'outre-mer. Je veux qu'une nouvelle page s'ouvre de la relation entre l'État français et l'ensemble des territoires ultramarins. Une histoire qui ne sera pas faite de promesses non tenues, d'engagements budgétaires dont plus personne ne comprend même la logique, de milliards accumulés sans qu'on explique jamais les délais. Ce que je veux que nous ouvrions comme page nouvelle de la relation entre la République et tous ces territoires, qui sont tous des territoires de la République, c'est celle d'une responsabilité partagée. Alors, c'est ça, le système Macron, c'est responsabilité partagée, alors qu'avant, on saupoudrait les milliards. Il y a eu, je me souviens de papiers que j'ai pu faire il y a une bonne vingtaine d'années, effectivement, il y avait cette tendance à essayer de calmer les foyers de contestation en Outre-mer en amenant... des solutions temporaires ou des promesses. Ce qui a été fait là, la Guyane explose en avril, on donne un milliard. Y compris des fois, on recyclait des machines à coudre usagées en métropole qu'on emmenait là-bas parce que ça servait à du développement local ou autre. Toutes petites choses qui pouvaient se faire. Là, ce qu'on voit, c'est quand même... on reste dans un schéma, parce qu'il a effectivement dit ça, mais il a aussi fait des projets sur développer la filière bois, et aussi touristique, 15 milliards pour la formation sur 5 ans. Et aussi cette fameuse mine d'or dans la montagne, qui est une catastrophe productiviste. Dont ne veulent pas les écologistes. Dont ne veulent pas les écologistes, à raison, mais pas que, puisque j'ai vu que le Parti socialiste demandait un moratoire. Je ne sais pas pourquoi un moratoire. On sait que ce type de mine va polluer la forêt au cyanure, à l'arsenic, va la balafrer avec des routes, alors que c'est une forêt tropicale et qu'on en a besoin. Face au réchauffement climatique, il y a d'autres choses à faire. Donc, les solutions que lui propose...
sont pas forcément des solutions très, très innovantes. Et les Guyanais, de quoi ils ont besoin au quotidien? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit ils travaillent pour l'espace, c'est-à-dire très peu d'entre eux, soit il y a l'or. Donc il y a un moment donné, on peut aussi se voiler la face, ou alors on essaie de comprendre quelle est la situation et sortir de cette situation, mais en tenant compte de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et la vraie différence, elle est là, c'est que faire une théorie à un moment donné, c'est extrêmement sympathique. Sauf que la réalité de ce qu'ils vivent au quotidien, c'est aussi à travers l'or. Tout le marché noir qu'il y a en Guyane, il passe aussi à travers ce chemin-là. Donc si on ne le comprend pas et si on ne le considère pas, on cache une partie du problème. Et je pense que ce qu'Emmanuel Macron a voulu dire clairement, c'est que je ne me voile pas la face par rapport à votre situation. La solution, ça n'est pas les emplois aidés. Ce n'est pas la solution en France, il l'a dit en France, hein. Et c'est certainement pas la solution en Guyane non plus. Donc ça veut dire beaucoup de jeunes, donc de la formation, développer de l'enseignement pour les jeunes en Guyane. C'est encore une fois social et réaliste. Voilà la position qu'on essaie de tenir. Parce qu'on le rappelle, la Guyane, c'est un territoire, alors certains disent grand comme le Portugal ou comme la Belgique, énorme, de la forêt tropicale. Et le président dit, les solutions qu'on a trouvées en France, il dit par exemple, j'ai pas envie que vous soyez un département comme la Creuse ou la Lozère. Bon, parce que ça marche pas, les solutions qu'on a en métropole, là-bas. C'est ça qu'il a voulu dire? Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Je ne vais pas interpréter ses paroles, mais je pense qu'il y a une volonté, en allant aussi rapidement sur le terrain, de comprendre comment ça fonctionne en Guyane et de quoi la Guyane a besoin en termes d'emploi, en termes de richesses aussi. Quelles sont les richesses qui existent et comment je vais les exploiter? Alors le président qui n'a pas souhaité rencontrer ce collectif qui a manifesté, on a vu dans la nuit de jeudi à vendredi, en disant qu'il n'y avait que les élus qui étaient légitimes. On l'a connu presque plus courageux quand même, Emmanuel Macron, qui est descendu, on se souvient, voir les syndicalistes de Whirlpool par exemple, à Amiens. Je ne crois pas qu'ils étaient cagoulés, les syndicalistes. Voilà. Non, je pense que la République, c'est important. Je pense qu'à un moment donné, il y a des règles, comme on parle avec les syndicats représentatifs, on parle avec les personnes qui défendent une cause, mais qui viennent s'exprimer ouvertement, en leur nom propre, pas avec un pseudo. Hein, les syndicats de GMS Industrie, pendant son déplacement, pour parler de l'apprentissage, je crois, pareil, finalement, il n'avait pas changé son programme, il avait continué en les ignorant un peu, finalement. Je ne sais pas si on peut dire ça. Après, est-ce que dans chaque déplacement, il va pouvoir rencontrer 100% des personnes qui ont une difficulté à un moment donné? Bon, voilà. Et pour le coup, il n'a pas manqué totalement de courage, puisqu'il est quand même allé, d'ailleurs, je me posais certaines questions en voyant la sécurité, dans des quartiers quand même difficiles. Eh bien, on va le voir tout de suite et vous commenterez après. Fanny Veil. Les enfants, les perdent pas, là. Le plus grand du quartier. C'est une visite surprise d'Emmanuel Macron dans 2 quartiers sensibles de Cayenne. Ceux de Matoury et de la Crique, marqués notamment par le trafic de drogue. Et donc il y en a qui ne fument pas que des cigarettes. J'ai encore dîné là. Et voilà. Et ça va pas vous aider à bien travailler à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Un déplacement pour se confronter à la réalité du terrain selon les mots du chef de l'État. Il en profite pour faire quelques selfies avec les habitants, mais aussi pour échanger avec eux sur des sujets plus sérieux, comme l'insécurité, l'immigration ou encore l'emploi. Mais vous savez, les contrats aidés, c'est pas le paradis. Hein. C'est de l'emploi très précaire et ça ne donne pas la plupart du temps de perspective. Donc partout où ça en donne, on les gardera. Partout où les gens en ont, on les gardera, comptez sur moi. Mais il faut beaucoup plus investir dans ces filières et dans les gens. Émigrer et travailler ici. Mais oui, mais déjà, moi, je veux faire travailler les Guyanais. Et les Guyanais, je vais être franc avec vous. On peut pas que... Non, mais c'est très dur déjà ici. On peut pas... Dans la journée, le président de la République s'était montré ferme. Bonjour mademoiselle. Avec cette visite, il joue cette fois la carte de la proximité. 5 ans, toi. Christian Reynaud, vous disiez, ça doit même peut-être poser des problèmes de sécurité, tellement parfois il va au contact comme ça dans des quartiers, on le disait, encore sensibles. Non, je pense que là, il y a quand même un style Macron qui commence à se dessiner, qui, du point de vue communication, je pense, marche plutôt bien. C'est-à-dire, c'est le président qui est capable de faire un selfie avec l'homme de la rue, y compris dans des rues qui ne sont pas faciles, et capable aussi de réaffirmer son autorité, très souvent même, pour dire « je suis le président jupitérien ». Voilà, là. Le côté un petit peu même père Fouettard. Et pour l'instant, je trouve que les Français doivent pouvoir se retrouver du point de vue purement de la communication dans cette image
où on arrive à ce savant alliage du président tel qu'on l'imagine, un peu le roi thaumaturge, mais en même temps l'homme qui est capable de créer ce contact. On va revenir au même temps. On a aussi vu style Macron, l'institution présidentielle. Il y a beaucoup de en même temps dans on va au contact, on va dans la rue. C'est pas uniquement le roi thaumaturge, si je rebondis sur votre expression. On a vu aussi dans ces scènes de rue, l'État c'est moi, ce qui est une autre figure de la royauté. Dans la séquence qu'on a vue au journal de 22h, où il rencontre un grand frère et lui dit c'est bien, vous n'êtes pas cagoulé, on peut parler avec des gens comme ça. Dans la conversation, et c'est pas passé dans la séquence que vous avez diffusée, mais quand on la regarde intégralement, à un moment, il lui dit « Moi, quand je mets de l'argent, je veux. Moi, quand je mets de l'argent, c'est l'État qui met de l'argent, c'est pas moi. » C'est juste une réflexion que je voulais faire. Au final, c'est un peu lui qui décide de toute façon. C'est le défaut de nos institutions, qui est qu'une ça seule personne à la tête ça. qui se mêle de tout. Et or, quand on parle de parler vrai, quand il faisait son programme, il disait qu'il ne se mêlerait pas de tout. Dans ce reportage, il y a quelque chose, une séquence qui est quand même intéressante, c'est cette fameuse séquence où il dit voilà, je sens le cannabis, en gros. Cette séquence-là, il l'a postée sur le Facebook de l'Élysée. C'est presque surprenant, mais en même temps, il maîtrise très bien sa communication, Emmanuel Macron et toute l'équipe autour de lui. Oui, c'est une manière de dire... c'est une réalité que nous connaissons tous, et pas qu'en Guyane. Et il ne fait pas semblant, parce qu'il serait président de la République, de faire comme s'il n'avait pas senti que ça sentait autre chose que la cigarette. C'est la réalité qu'on peut vivre partout, avec nos propres enfants, dans nos propres quartiers. Et il faut affronter cette réalité. Et il a voulu le pointer clairement en disant « On se parle et on est des adultes. Je sais que vous êtes en train de fumer. Je le reconnais. Et je vous donne le conseil que peut-être ça ne vous sera pas très utile dans votre scolarité. » Je pense que c'est très sain, très simple. Il n'y a pas de... Même quand il dit c'est mon argent où je veux avoir des résultats. C'est quand même qui paye commande aussi. Oui, mais il est dans cette discussion simple. Je suis avec une personne et je ne vais pas dire oui, alors je suis le président de la République, je représente l'État et donc... Tout de suite, je pense que ça mettrait beaucoup de distance dans la discussion. Il n'est pas comme ça. Est-ce qu'il y a l'aspect générationnel aussi? On a un président de 39 ans. Non, je ne crois pas. Donc, vraiment, je ne crois pas. Non, parce que La République En Marche, c'est aussi ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné ces élections? C'est qu'on a fait du travail de terrain. On est reparti très humblement sur le terrain. Souvenez-vous, la Grande Marche, on ne va pas faire toute l'histoire d'En Marche, mais qu'est-ce que vous pensez de l'éducation? Qu'est-ce que vous pensez du travail? On ne vous a pas demandé est-ce que vous étiez de gauche et de droite, est-ce que vous avez envie de voter pour moi? C'était pas ça le sujet. C'est du travail de terrain, de la compréhension de quelles sont vos difficultés et même, pourquoi pas, ce qui va bien, pour en faire des succès. Il aime bien aller au contact, comme ça, vous me disiez, dans certains voyages, il arrête la voiture, il y va. Ah bah voilà, on était à Saclay cette semaine avec lui, où il faisait son discours sur l'enseignement supérieur et la recherche et l'avenir du plateau de Saclay. Il est sorti de sa voiture, au lieu d'aller vers les officiels, il est vite parti derrière, voir, parce qu'il y avait tout un groupe d'étudiants, il a été discuter avec eux. Ça doit être un enfer pour les services de sécurité. Sûrement. Ouais. Mais il était là pour parler aussi avec les étudiants. C'était pas que des institutionnels sur le plateau de Saclay. Encore une fois, des images qui ne pourraient pas avoir lieu aux États-Unis. Trump dans la foule, dans un quartier compliqué de Cayenne, non, les services secrets lui diraient non, on n'y va pas. Mais le quotidien de nos élus, ça n'est que ça. Donc je crois qu'il est au même niveau que tous les élus français. Un maire, un député, on est sur le terrain dans les quartiers difficiles ou pas difficiles de nos circonscriptions. Alors on va continuer justement sur cet appétit d'Emmanuel Macron pour le contact avec cet autre sujet de Bastien Auger. Vous allez bien? Dans les rues de Cayenne, Emmanuel Macron est interpellé par un membre des Grands Frères, un mouvement issu des manifestations du printemps dernier. Je comprends la colère, mais il faut faire collectivement attention si vous êtes un grand frère. Moi, c'est ce que j'ai dit. Les gens en cagoule, c'est pas une bonne chose. Ils ne sont pas cagoulés, nous. Vous n'êtes pas cagoulé, vous êtes face à moi, c'est pour ça que je vous parle. Vous auriez une cagoule, je ne vous parlerai pas. Le président revendique un langage de vérité face aux attentes et à la colère des Guyanais. Pas question pour lui que l'État porte seul l'avenir des Outre-mer. Chaque entrepreneur qui a un contrat doit à chaque fois se poser la question. Est-ce que j'emploie bien des jeunes d'ici? Est-ce que je fais réussir mon territoire avec moi? S'il n'y répond pas, c'est qu'il a déjà tort. Mais le même viendra me voir ici en disant « C'est très dur, Monsieur le Président, il faut donner des contrats. » Et les mêmes viendront dire « La République doit donner des milliards et des milliards encore. » Mais les milliards, ce sont les vôtres! Emmanuel Macron annonce une nouvelle page dans les relations entre l'État et les Outre-mer. Message pour conclure une visite de 48 heures en Guyane. Image d'un président qui dit aller au contact de la population. Michel Soudet, Christian Rugdo, est-ce que là, on n'est pas en plein
dans la com Macron. C'est-à-dire, d'un côté, je comprends les gens, je vais au contact, et de l'autre, je menace. Attendez, les milliards, c'est les vôtres. C'est à vous de prendre votre destin en main. Enfin, je ne pense pas que quand le président de la République descend dans la rue, prend en quelque sorte les gens qu'il rencontre par surprise, parce que c'est pas programmé à l'avance. On a bien vu, quand c'était programmé, il n'a pas pu y aller. Les gens qu'il prend comme ça par surprise, il n'est pas dans la situation d'un élu local. Le maire qui va rencontrer des gens dans la rue, ils vont lui parler de leurs problèmes. Là, ils sont surpris, ils ne vont pas discuter de grandes politiques avec le président. Ce qu'ils sont contents, c'est de faire des selfies, on l'a vu. C'est le syndrome vu à la télé. Il y a quand même une discussion qui s'engage. Non, avec quelques-uns, il y a des discussions qui s'engagent. Effectivement, avec quelques-uns. Mais elles tournent rapidement, assez court. Et sur l'histoire des cagoules, il en a fait tout un développement, notamment dans sa conférence de presse, pour expliquer pourquoi il ne voulait pas les rencontrer. Mais ses prédécesseurs, enfin en tous les cas les ministres qui étaient descendus en avril pour essayer de régler le problème, ils avaient bien rencontré ces gens-là. Ils avaient bien discuté avec eux. Alors, sous François Hollande. Et ils n'étaient pas en cagoule quand ils avaient discuté, parce qu'en rentrant dans les salles, ils les avaient enlevés. Donc c'est possible de discuter. Simplement, il a pas voulu discuter parce que effectivement, il ne discute pas avec des syndicalistes, il ne discute pas avec des gens qui protestent. Vous ne pouvez pas lui reprocher, lui, président de la République élu, de ne pas vouloir parler avec des cagoulés. Écoutez, le problème, c'est que ce collectif était quand même suffisamment représentatif pour avoir inauguré un grand mouvement de grève qui a duré un mois quasiment, au printemps dernier. Et que ce n'était pas pour rien, c'était quelque chose de profond, puisque toute la Guyane avait suivi. Donc il aurait peut-être pu aller à leur rencontre et les écouter à un moment, définir un cadre calme. Il reçoit bien les 21 plus grands investisseurs mondiaux à l'Élysée mercredi soir en grande pompe, et ceux-là ne sont pas élus. Comparaison n'est pas raison. Ceux-là ne sont pas élus. Non, moi je les trouve qui paye commande. Mais ils n'ont pas de cagoule. On peut s'attendre au pire quand on leur fait les grandes portes ouvertes. Mais parfois ils avancent masqués. Et en même temps, la personne avec qui il parle, donc qui n'a pas de cagoule, c'est le numéro 2 du mouvement. Donc preuve en est que quelqu'un a quand même fait la démarche de venir voir le président de la République et a pensé que peut-être le dialogue était intéressant. Moi, je crois beaucoup, en fait, l'audace qu'il a. En fait, l'audace, c'est pas de la théorie. L'audace qu'il a dans les décisions qu'il est amené à prendre, c'est parce qu'il a été sur le terrain. Si on a réussi à dédoubler les classes de CP, souvenez-vous de cette histoire, c'est vraiment très emblématique. Personne ne croyait qu'on le ferait. Mais c'est parce qu'il a été au Mureau, entre autres, et aussi dans d'autres banlieues. Il a passé du temps, plusieurs fois, une après-midi entière au Mureau dans les Yvelines, avec les familles, avec les mères, pour comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi leurs enfants étaient en échec à un moment donné. C'est une audace qui se construit sur le terrain. C'est ça, le style Macron. C'est une méthode efficace, selon vous ? Ça fait 6 mois qu'il est au pouvoir. Ça fait même pas 6 mois, en tout cas, nous, en tant que députés, qu'on est élus. Regardez la somme de ce qu'on a mis sur la table. On a dit qu'on le ferait, on le fait. Voilà. Les classes dédoublées, augmentation de l'allocation adulte handicapé, augmentation des frais de garde pour les familles monoparentales, suppression des cotisations salariales, etc., etc. Je pense que toutes les mesures qui étaient inscrites au programme sont en place tout de suite. Et ils doutent parfois, selon vous Ça, moi, je ne le connais pas assez personnellement pour savoir s'il doute. J'en ai aucune idée. Ça, c'est à lui. Pour revenir à la Guyane, quand même, quand il dit aux populations « prenez votre destin en main », il est quand même dans un territoire où c'est de la forêt tropicale, où à part, comme vous le disiez, le spatial et l'orifère, il n'y a pas grand-chose. Prenez votre destin en main avec quoi ? C'est quand même très différent. Il a parlé du tourisme. D'autres régions métropoles, par exemple. J'entends, j'ai compris vos difficultés, je suis prêt à vous aider, mais on le fait ensemble. Je n'ai pas le pouvoir de faire les choses tout seul. La République ne pourra pas vous aider à elle toute seule et uniquement avec l'argent qu'elle va vous donner. Donc on se met autour de la table, dites ce que vous voulez faire de votre territoire, je vous accompagne et je le fais avec vous. Alors justement, autre son, dites ce que vous voulez faire avec votre territoire et je suis prêt à vous accompagner, écoutez. À l'été prochain, nous prendrons des décisions fortes. Je suis prêt à rouvrir des sujets constitutionnels s'il apparaît pertinent de le faire et si c'est utile. S'il faut permettre plus d'expérimentation, d'adaptation de notre droit sur le terrain de la République. Il nous faut aussi adapter notre Constitution. Je suis prêt à porter cela. Il y a quoi derrière ouvrir des sujets constitutionnels Je ne suis pas sûr qu'il y ait une idée précise. Il y a
pour changer la Constitution. On est sur un territoire particulier, avec ses propres contraintes. Il envoie le message très fort, je suis capable d'aller aussi loin qu'il faudra, dès l'instant où c'est quelque chose qu'on fait dans la concertation et ensemble. Moi, c'est ça que j'entends de son message. Il y a écrit « Assise des Outre-mer ». Et il s'adresse aussi, et peut-être plus encore, aux Réunionnais, qui ont des demandes de changement institutionnel. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'autonomie, parce qu'on le sait, dans les Outre-mer, il y a des autonomies à géométrie variable. L'autonomie, par exemple, de la Nouvelle-Calédonie est beaucoup plus importante. C'est des pouvoirs réglementaires différents. Voilà. Ce qui n'est pas forcément... Même si, de mon point de vue, je pense quand même, pour connaître un petit peu, notamment la Guadeloupe, la Réunion, quand on va sur place, on se rend bien compte que le problème est loin d'être institutionnel, c'est loin de venir en tête des priorités. C'est quand même le problème de la vie chère, le problème de l'insécurité, le problème du chômage. Et tant qu'il n'aura pas essayé de proposer des solutions qui soient pérennes, parce qu'effectivement, on ne peut pas continuer comme ça à saupoudrer de millions, de centaines de millions, de milliards. Tant qu'on n'aura pas trouvé ces solutions-là, je pense qu'on peut faire... on peut faire tous les cadres institutionnels qu'on voudra, ça ne satisfera pas les populations locales, c'est évident. Mais c'est vrai que c'est loin d'être facile. Hein. On est autour d'une table, on en parle. C'est vrai s'il a fait référence à la Creuse, je veux dire, je dirais fois 10, parce que là, quand on parle de la Guyane, c'est un territoire quand même avec des barrières naturelles, un territoire enclavé, éloigné par définition. Et paradoxalement, avec peu de revendications indépendantistes, par exemple. Je pense qu'on n'est pas dans des configurations à la Catalogne. Hein. Mais quand vous voyez à côté le Suriname ou le Guyana ou le Brésil, ils n'ont pas forcément envie de devenir le Suriname, par exemple. Ça, c'est clair. Je pense que c'est même un des problèmes de la Guyane qui attire beaucoup de migrants, de clandestins qui veulent, entre guillemets, profiter de ce bien-être social français, si je puis dire. Mais il dit que l'État ne fera pas tout seul la transformation de la Guyane et les autres territoires d'outre-mer ou départements d'outre-mer de la même manière. C'est encore une fois un travail qui doit être conjoint. C'est aussi, je pense, un message fort pour les élus locaux. De leur dire, voilà, vous n'êtes pas pieds et poings liés, je suis prêt à travailler avec vous. Et ça aussi, je pense que c'est un message qui est différent probablement de ce qui a été entendu jusqu'à maintenant, où vous devez appliquer ce qu'on vous dit qu'il faudra faire. Non, là, c'est pas ça. C'est dit, je viens, je comprends les difficultés. Maintenant, c'est vous qui êtes élu localement, et donc je veux travailler avec vous, mais c'est vous qui prendrez les décisions. Le problème, c'est que c'est gâché par des propos intempestifs. C'est ça, souvent, le problème qui revient. C'est-à-dire que moi, je trouve que le diagnostic sur une question qui est vraiment pas facile, il est gâché par des envolées ou des propos malencontreux, alors qu'il pourrait arriver de façon plus apaisée. Je pense que la France, et en particulier en Outre-mer, mais la France en général, n'a pas besoin de crispation. On vit déjà dans un pays où on se complaît dans la culture du conflit. Donc s'il rajoute à cette culture du conflit lui-même des mots qui crispent, voilà, ça ne fait que attiser les tensions. C'est ça qui est un peu regrettable. Ouais, enfin, nous, on commente beaucoup quand même. Hein. Je veux dire, là, on commente. Je n'ai pas le sentiment. Alors, j'ai pas regardé tous les reportages. Ça, hein. Oui, non, mais j'ai pas eu l'impression de tous les reportages qu'on a pu voir sur le sujet de la Guyane que l'histoire du Père Noël était quand même le sujet qui était resté ancré avec une difficulté de dialogue. Non, je veux dire, il y a eu plein d'autres choses. La preuve, on vient de voir 3-4 extraits très différents. On ne parle pas du Père Noël. Donc, encore, c'est vrai qu'il y a de la passion. Oui, Emmanuel Macron, c'est un président qui est passionné par ce qu'il fait, entraîner ses équipes dans l'aventure. Et donc voilà, donc je pense qu'il s'exprime simplement comme ça vient, comme une discussion qu'on aurait... Comme ça vient, il est quand même président de la République. Le problème, c'est qu'il ne doit quand même pas parler. Hein, on avait vu le titre d'un livre, un président ne devrait pas dire ça. Un président ne doit pas parler comme monsieur et madame tout le monde et au sortir ce qui lui passe par la tête. Donc on a vu un certain nombre de déclarations quand même qui vont toujours dans le même sens, qui sont méprisantes à l'égard des gens qui ne sont pas d'accord avec ses idées, les feignants, les cyniques, on a eu ceux qui ne sont rien, on a eu les alcooliques à un endroit, les illettrés, les stupides, les salariés d'Air France étaient stupides, ça c'était en octobre 2015. On est habitué à ce langage d'Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'avec ça, il a un discours d'affrontement qui sans doute satisfait beaucoup la droite, mais une partie des classes populaires, aussi des classes intellectuelles supérieures qui ont un mépris traditionnel pour la plèbe. Et je ne vois pas ce qu'il y a de moderne dans ce discours
qui est celui de la bourgeoisie d'avant-guerre qui en avait contre les salopards à casquette. Parce que c'est ce qui revient régulièrement. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir fait la guerre, mais encore une fois, je ne crois pas que le vocabulaire qu'il emploie, qui encore une fois est le vocabulaire que nous employons tous les jours, soit aussi choquant ou clivant que ça. Je veux dire, si ce que vous décrivez était la réalité, je pense que toute la France serait dans la rue. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'on a une France cabrée, qui n'a pas envie d'avancer. Non, tous les signes économiques... Mais qu'il fasse attention tout de même. Qu'il fasse attention tout de même. Je pense que je suis assez d'accord avec vous sur le constat. Le fait est qu'il n'est pas, à l'heure d'aujourd'hui, 6 mois après son accession au pouvoir, aussi clivant que ne pouvait l'être Nicolas Sarkozy. De la même façon, je ne pense pas qu'on sente émerger un procès en incompétence comme il y avait pour François Hollande. C'est pour ça que, même s'il ne fait pas des étincelles dans les sondages d'opinion, je trouve que, bon an, mal an, on est plutôt dans une présidence, je ne vais pas utiliser le terme, mais normale en termes de... Voilà, il est autour, si on prend les sondages, il est autour de 44, 45, 46% de taux d'approbation, ce qui me semble correspondre à cet attentisme de l'opinion qui attend de voir. Vous serez d'accord avec moi que pour l'instant, la mayonnaise ne prend pas pour ce qui est de l'hostilité, par exemple, au Code du travail. On a bien vu que ça n'a pas tellement marché. Donc voilà, bon an, mal an, pour l'instant, 6 mois après, le style Macron fonctionne plutôt bien. Tous les discours qu'on a entendus, ils sont aussi à destination de la métropole. Quand il dit les milliards, c'est vous, c'est ceux de tous les Français. Je ne suis pas là pour être le Père Noël, les distribuer, etc. Il y a un double langage là aussi. C'est de dire en métropole, ils nous regardent et je ne peux pas. Mais justement, là, une fois de plus, c'est une phrase, quand on l'entend, on ne peut pas être frappé entre le contraste de ce qu'il dit à ces gens-là et la réalité de sa politique fiscale. Écoutez, 9 milliards de cadeaux comme ça aux plus grandes fortunes, à ceux qui ont des revenus du capital. Mais bien sûr, parce que après on va nous faire le coup du déficit. Non, c'est pas social, absolument pas. Écoutez, alors là... Pour le social, c'est des miettes. Par contre, les 100 premières fortunes, heureusement que le président de la commission des finances du Sénat a obtenu le montant, parce que ça fait rien que la flat tax, c'est quand même énorme. Ce que ça et je vous mets en garde contre le fait que la flat tax aboutira à des cadeaux nettement plus importants que ce que vous pensez, parce qu'elle crée des possibilités d'optimisation fiscale. Et c'est pas 1,5 milliard qu'elle va coûter, mais 10 milliards au final. 1er janvier. Comme l'a dit un professeur de Berkeley. 2018, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Tout de suite, c'est un nouveau journal sur LCI.